Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'OpenLayer. Pour cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Vincent Bergeron, qui est avocat en propriété intellectuelle chez Robic. Vraiment, là, moi j'ai appris beaucoup de choses sur tout ce qui est la propriété intellectuelle, les licences, comment ça fonctionne au niveau vraiment, tu sais, de partager du code, de l'information au niveau de tout ce qui est la propriété intellectuelle qui pourrait découler d'un modèle ou de tout ce qui est de l'AI. Vincent est très reconnu au niveau de son milieu. Donc, je vous encourage vraiment aussi à le suivre sur LinkedIn. Moi, je l'ai suivi par la suite aussi plus vraiment au niveau des posts qu'il fait, les activités qu'il fait. Puis j'ai vraiment continué à apprendre beaucoup de choses. On discute aussi, entre autres, d'un article qui est écrit avec un de ses collègues sur tout ce qui est deepfake. Donc, la génération d'informations au niveau du texte ou au niveau des images, pour que ce soit des vidéos ou des photos. Puis, vraiment écrit un article vraiment intéressant sur c'est quoi les impacts que ça peut avoir, c'est quoi les impacts positifs ou négatifs aussi que ça peut avoir. Donc, je vais le mettre dans la description, là, je vous encourage vraiment à l'écouter. Puis sinon, j'aimerais ça remercier mes commanditaires, qui sont le Splat, l'Allier, l'Agile et Dotlayer, qui me supportent dans mes activités. Puis si vous avez des suggestions, des gens que vous pensez que j'aurais invité, là, n'hésitez pas de m'écrire. Puis sinon, je vous souhaite une bonne écoute. La robotique, oui. L'intelligence artificielle et la robotique, en général, c'est un espèce de désir humain de s'imaginer qu'il va avoir une espèce de représentation presque humaine à un moment donné d'un robot qui a une intelligence artificielle, alors que dans les faits, la majorité de ce que nous, on voit sur le terrain en innovation d'intelligence artificielle n'est pas dans le domaine de la robotique du tout. Mhm. Puis bon, on parlait de deepfake ou d'hyper-trucage en bon français. C'est un des exemples, ça va avoir un impact majeur, puis je pense que les gens ne le réalisent pas nécessairement. Surtout quand ça peut devenir une espèce d'outil de désinformation de masse au Mhm. sens large, où est-ce que monsieur, madame, tout le monde déjà se faisait prendre par des fausses nouvelles humoristiques il y a quelques années avec le journal de Montréal, Le Navet, Le Revoir, etc. Mais que là, en plus, on amène un aspect vidéo, on amène un aspect audio où ça devient difficile de discerner la réalité. Je pense qu'il y a un danger énorme pour le futur, mais en même temps, il y a énormément aussi d'opportunités intéressantes dans le domaine du divertissement, dans le domaine des films, dans le domaine du jeu vidéo. Fait que je pense que ce qui est important, c'est que les gens comprennent bien comment ça fonctionne, puis les impacts qu'il peuvent y avoir, tant du bon côté que du mauvais côté. Je pense qu'il ne faut pas être dogmatique avec l'intelligence artificielle, il faut juste être assez intelligent pour comprendre les nuances des deux côtés. Puis c'est un peu comme le domaine de l'open source en général, j'imagine qu'on plongera là-dedans un peu tantôt, mais de penser que c'est toujours bon, toujours mauvais, c'est une erreur. Je pense qu'on doit utiliser notre jugement en général. Ouais, puis il y a moyen aussi de se réajuster sur ta position. Là, entre autres, mettons, Microsoft, pendant longtemps, était vraiment contre l'open source. Puis Ouais. là, ils sont en train de prendre une tendance un peu plus vers ce sens-là. Autant que Google, au début, était très open source, que là, on dirait que des fois, ils essaient vraiment juste d'avoir la propriété intellectuelle sur à peu près tout ce qui se fait d'open source, puis de plus être open source, finalement. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a quand même des revirements de joueurs qui se passent, qui sont assez surprenants, je trouve, là. Il y a beaucoup une game là-dedans de relations publiques. OK? C'est-à-dire de laisser croire qu'une entreprise est plus de tel avis ou encore une Uh-huh. belle philosophie. Mais on regarde juste certains des principes fondateurs de Google, puis bon, d'essayer de jamais faire le mal. Puis dans les faits, bon, c'est des principes que ça fait longtemps que l'entreprise semble les avoir délaissés. Puis à l'interne, il y a des mouvements de Ouais, contestation j'ai justement lu un d'employés et article autres. dernièrement sur ça, là. Ouais, donc je veux dire, mais en réalité, open source ou non, open source, c'était une philosophie au départ de vouloir démocratiser l'accès au code source, d'avoir un effet de communauté. Mais dans les faits, quand on revient techniquement à la base de ce qui est de l'open source, c'est juste une source ouverte. Maintenant Mhm. que la source est ouverte, ça ne change rien à ce que commercialement on va faire, puis à notre philosophie d'affaires autour. C'est l'équivalent de dire, si on s'en va chez Walmart, il y a des DVD partout dans l'étalage, je les vois, elles sont là. Ça ne veut pas dire que je peux ressortir avec et faire ce que je veux. Il y a une question Mhm. d'accès à la source, mais il n'y a pas une question de libre utilisation nécessairement. Effectivement. Ouais. C'est une nuance vraiment intéressante à apporter, oui. Euh, pour monter un petit peu plus, expliquer là, que tu connais tout ce concept-là de la licence. Toi, tu as fait des études en droit, mais avant, tu as fait de la musique. Là. J'ai vu dernièrement, c'est ça. Hier, je me suis J'ai un informé un peu. Là. parcours Assez atypique, là. très, très atypique pour un avocat, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je porte un T-shirt avec une poche de bloc Lego. Je suis un geek à la base. Je suis devenu avocat par un drôle de chemin de la vie. Mais si je le résume généralement, qu'est-ce qui m'amène à où je suis aujourd'hui? J'ai toujours été un fan de science et de technologie dès mon plus jeune âge. J'ai appris à coder par moi-même à l'âge de 12 ans.
J'ai étudié en sciences, j'ai fait mes sciences pures, double profil, appliqué et sciences de la nature. Je l'ai fait en anglais parce que je voulais un challenge de plus. Et j'ai aussi eu un groupe de musique. Donc, à un moment donné, tout ça était un peu en conflit après le cégep. Donc, plutôt qu'à l'université, j'ai parti ma carrière en musique avec notre groupe. Donc, on faisait ça presque à temps plein pendant un bout de temps. OK. Et comme on partait souvent faire des spectacles, ben, je me cherchais une façon de gagner ma vie de manière plus indépendante, c'est-à-dire partir une entreprise. J'ai dit, bon, ben, quels sont mes talents personnels qui pourraient m'aider à faire ça? Je suis revenu à la technologie, puis j'ai dit, bon, ben, je sais programmer, j'ai appris par moi-même, mais je vais aller quand même suivre une petite formation. Puis finalement, je me suis mis à faire du web au début des années 2000, je dirais à l'âge d'or des intros flash sur les sites web, là, donc du ActionScript, la bonne vieille période du web. Donc là, j'étais entrepreneur, j'ai eu mon entreprise pendant quelques années. Puis à un moment donné, justement, quand je me suis dit, bon, ben là, j'ai goût de retourner à l'université, d'aller vraiment pousser plus loin mes études. Le droit n'était pas quelque chose que j'avais envisagé du tout. Moi, je me voyais vraiment comme un gars de science, de techno, à la limite. T'as un gros background vers ça. Là. Justement, je me serais plus attendu que tu aies en sciences et génie que faire du droit. Puis alors que le profil classique en droit est beaucoup plus sciences humaines, pas de maths, avec des gens qui n'aiment pas vraiment la technologie. Parce que typiquement, quand on aime la technologie, on va en technologie, on va pas en droit. Donc, j'étais un peu une bébite particulière en droit. Puis finalement, ma passion a tout de suite mené vers la propriété intellectuelle, tout ce qui est de la technologie, tout ce qui est des brevets d'invention, donc dans tous les domaines de sciences. Donc là, ça vient chercher toute ma curiosité intellectuelle pour les sciences, l'innovation, tout le côté technologique avec les logiciels, l'intelligence artificielle, tout ce qu'il y a là. Moi, je suis comme un poisson dans l'eau, donc je peux parler avec les entreprises du code, on peut parler de l'avion, on ouvre le moteur, là. Je veux voir comment ça fonctionne. Les brevets d'invention, on voit les innovations les plus récentes de toutes les plus grandes compagnies de la planète, mais aussi celles de nos jeunes pousses québécoises qui essaient de se démarquer. Puis également tout l'aspect des marques de commerce, droits d'auteur, divertissement culturel. Donc on travaille avec des gros joueurs comme par exemple le Fonds des médias du Canada avec qui on a travaillé justement un gros rapport de recherche sur les canaux de distribution du contenu numérique à l'ère du streaming. Okay. Donc, quand même... que c'est comme un genre de mémoire, mettons, sur qu'est-ce qui se passe, voici l'état de la situation, puis comment faire les ajustements? Oui, exact. En fait, c'est un rapport qui a été publié hier, le 7 janvier, par le FMC. Puis c'est J'ai un petit chat qui est déplaisant un petit peu sur le côté, je vais y enlever ça. Là. On pourra faire... un hyper trucage audio je pense pas. Là, avec bébé Yoda qui poussait un crayon. Ouais. Mais non, mais je garde les chats de ma soeur, elle est partie en voyage. Fait que je suis pas encore habitué de savoir comment ils fonctionnent les autres. Là. Pas de problème, ça donne l'impression d'un public dans la salle. Un public qui nous acclame, là. Mais non. Donc ce rapport-là, effectivement, c'est que les canaux de distribution du contenu à l'heure du numérique ont beaucoup changé. Avant, on avait le câble traditionnel, on a eu le satellite pendant un bout de temps, des ondes... des ondes dans les airs qu'on captait avec une antenne. Puis maintenant, avec le streaming, avec les enregistrements, les vidéos sur demande, etc., c'est devenu un petit peu compliqué. Puis le Fonds des médias du Canada nous a mandaté, moi et mon équipe, justement, un espèce de rapport sur l'évolution de la situation. Okay. Ça a été publié hier. Donc, on travaille dans tout ce qui est techno, innovation, émergent. Je suis quand même surpris. Je me serais pas attendu que le travail d'un avocat va jusque-là. Ouais. Ben, l'image classique d'un avocat, c'est en cours, finalement, là, habituellement. Là. Ça, c'est surprenant, hein, mais les avocats qui vont vraiment en cours, c'est une minorité. OK. Je dirais 90% du travail de l'avocat ne se fait pas devant les tribunaux. Puis dans mon cas, personnellement, oui, on a des dossiers qui vont devant la Cour fédérale ou peu importe, dans des litiges de brevets ou des choses comme ça, mais c'est quand même une minorité du travail qu'on fait. Là. OK. Dans mon cas, c'est beaucoup plutôt aider les entreprises ou les entreprises innovantes à justement... protéger leurs brevets d'invention, donc protéger les aspects fonctionnels de leur invention, mettre en place leur modèle d'affaires, se lancer au Canada, aux États-Unis, ailleurs, compétitionner contre des grands joueurs, comment insérer du code source, open source dans des projets, comment le gérer, comment faire les contrats de licence, les contrats avec les clients, comment intégrer l'AI, les questions de vie privée autour des données. Donc, il y a énormément de travail là-dedans. D'ailleurs, s'il y a des avocats à l'écoute, on est toujours à la recherche de bons candidats. Oui, il me semble que j'ai vu un post récemment sur LinkedIn que vous en cherchiez. Là. Ce qui est curieux, en fait, c'est que c'est un domaine de pratique qui, il y a quelques années, était un peu en marge. C'est-à-dire qu'il y avait un peu le droit des affaires en général. Puis après ça, il y avait tout le temps, dans chaque bureau, quelqu'un qui faisait un peu de logiciel. Alors que maintenant, avec toute la numérisation d'absolument tout dans la vie, des usines jusqu'aux sciences de la vie, les pharmaceutiques, les entreprises techno, tout s'en va vers là.
Puis, comme je le disais tantôt, il y a une pénurie absolue d'avocats geeks. Ben, tu sais, qui sont capables de parler les deux langages, là, finalement. Exact. Là. C'est plus facile de faire apprendre le droit à un geek que d'apprendre des trucs de geek à un avocat qui n'a Ah ouais? pas de background de sciences. Ouais, ok, Je- mais je- c'est un peu un concept. Tu sais, la programmation, c'est souvent très logique. Fait que c'est peut-être Ouais. quelque chose. C'est pas le même genre de logique, je pense, que quand t'as quelqu'un qui est plus en sciences humaines. Ouais. Ok. Puis je vais même te lancer quelque chose d'un peu surprenant ici, mais faire du code logiciel, c'est vraiment très très proche de rédiger des contrats. Ah ouais? Parce que dans la vie, la structure d'un programmeur, c'est-à-dire de taper des lignes de code, puis à un moment donné, ça fait beaucoup de fois que je tape la même chose, je vais en faire une fonction. Uh-huh. On retourne au début, on définit une fonction, puis dans le code, quand on a besoin de ça, on cale la fonction. Référence à ça. Alors, dans un contrat, qu'est-ce qu'on fait? On établit des définitions, Ok. ensuite on se structure par section, puis quand j'ai besoin d'appeler une fonction en haut, j'appelle ma définition. Donc, Ouais, le j'aime ça. fait, Ouais, c'est cool. le fait C'est d'avoir intéressant fait de la comme techno et d'avoir appris à programmer avant m'a énormément aidé à être avocat pour tout l'aspect contractuel. Parce que dans les faits, à la fin, ce qu'on a, c'est quelque chose qui a des fonctions qu'on rappelle. On veut arriver à un résultat X. Ouais, Ouais. non, je suis vraiment capable de le voir aussi. Puis il y a même aussi, il y a beaucoup de littérature justement qui appelle, tu sais, comme quand tu as un code, une fonction, un contrat avec qu'est-ce qui va être appelé, genre, tu sais, la façon que tu vas l'appeler. Fait que je suis capable de. Ouais, je vois les parallèles, je trouve ça Ouais. vraiment intéressant. Fait que c'est vraiment un aspect très structuré, très cartésien, mais qui demande en même temps de la créativité. Ouais, ok. Ouais. Puis, t'en as parlé beaucoup au niveau de la propriété, développement d'affaires. Mettons, il y avait des points là, que je pense qui vont commencer à sortir. Mettons, justement, je suis une entreprise, je crée du contenu avec l'intelligence artificielle. Puis, ce contenu-là a un impact sur quelques formes de décision. Est-ce que ma responsabilité peut être engagée dans ce genre de situation-là? Disons, je donne un exemple, Facebook, avec tout ce qui est justement les élections, puis etc. Tu sais, on se situe où à peu près mondialement puis au Canada par rapport à ça? Ben, moi, personnellement, ma spécialité, c'est pas la question de la responsabilité civile. Il y a beaucoup de professeurs universitaires qui se penchent sur cette question-là en ce moment. Je dirais que dans le marché, du côté des entreprises qui développent de l'AI, cette question-là va souvent être réglée, par exemple, par des conditions d'utilisation. OK. C'est-à-dire, contractuellement, on va venir dire à l'utilisateur, peu importe, nous déchargeons de la responsabilité s'il arrive quoi que ce soit. Nous, on vous fournit un service tel quel, peu importe. Puis, advenant qu'il y a un problème, ben nous, on se décharge. Puis, jusqu'à présent, il y a eu très peu de décisions des tribunaux qui sont venus justement traiter de ça. Donc, c'est-à-dire venir confirmer ce que les auteurs universitaires, notamment, ont écrit là-dessus. Donc, il y a beaucoup de textes universitaires écrits, très peu de décisions rendues encore. Mais la façon pour une entreprise de gérer ça en date d'aujourd'hui, c'est toujours essayer de limiter le plus possible son risque contractuellement. Puis le contrat qu'on a avec les utilisateurs, souvent, ben, c'est les conditions d'utilisation, les fameux Terms of Use. OK. Donc, dans les faits, si on va regarder la plupart des plateformes qu'on utilise, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter ou n'importe quel autre site web ou logiciel en ligne, un SaaS, on va toujours voir dans les Terms of Use des limitations de responsabilité. OK, fait que c'est là que justement on peut un peu contraigner Ouais. l'impact d'une décision d'un modèle, mettons un modèle AI. Là. OK. Mais maintenant, entre deux entreprises, je donne l'exemple par exemple, prenons une entreprise dans le domaine de la finance qui ferait venir un fournisseur en intelligence artificielle qui dirait OK, intègre-moi de l'intelligence artificielle dans mes affaires à partir de maintenant. Mais là, on se comprend que là, la relation n'est plus entre une entreprise puis un consommateur au bout de la ligne qui n'a pas un mot à dire. Là, on est dans une situation où il y a deux joueurs entreprises, puis les deux se disent ben, c'est pas moi, je veux pas être responsable. Puis l'autre au bord dit ben, moi non plus, je veux pas être responsable. Puis là, le jeu de la négociation dans le contrat, c'est de dire elle va se placer où la responsabilité, jusqu'à quel niveau, puis comment on va l'encadrer. Parce que si, par exemple, le modèle d'AI qui est implanté en production se met à générer des résultats faux, puis se met à corrompre complètement la base de données, puis l'opération d'une entreprise, ça peut générer des problèmes majeurs dans l'entreprise, on s'entend. Donc, dans un contexte comme celui-là, il va y avoir toutes sortes de clauses qu'on pourrait avoir dans un contrat. Puis ces clauses-là, la magie là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de modèle. T'sais, généralement, en matière de contrat, souvent, un contrat de service, ça fait des années que les contrats de service sont établis. Il y a des bons modèles, les bureaux, on touche chacun un peu leur On les a modèle. pas mal rodés. Là, on négocie telle clause. Mais quand on est dans le monde de l'AI, c'est tellement nouveau en termes juridiques que les clauses, les représentations qu'on a besoin de faire, les limites de garantie, qu'est-ce qu'on s'engage l'un envers l'autre à faire, c'est pas encore si clair que ça. Donc, il y a quelques bureaux qui ont développé des expertises et qui sont maintenant capables de poser les bonnes questions. Mais souvent, je vais donner un exemple comme ça, mais le fait d'être capable de dire si mon AI roule en production pour prendre des décisions dans le cadre de l'entreprise, est-ce que quelque part j'ai un kill switch?
Parce qu'à un moment donné, si on se rend compte, corrompu, est-ce que j'ai un kill switch à quelque part pour faire puis excuse-moi pour les anglicismes, un shutdown rapide? Ah, ben oui, il faut qu'on ait ça. Ben dans le cadre de la négociation de deux entreprises qui sont pas nécessairement au courant de tout ça, vont se dire non, mais nous, t'as implanté ton AI en mode production, tout va bien. Mais on n'a pas pensé, c'est vrai que ça prendrait soit un kill switch ou encore une espèce d'humain qui va aller overseer, qui va venir à un moment donné dire on voit qu'il y a peut-être un bug, puis tu sais, je peux interagir, ou en tout cas, c'est filtré par moi à partir d'un certain degré d'écart avec la norme. Ça va monter à un être humain, mais ce genre de choses-là, ça devrait être prévu dans les contrats, parce que si après ça, les AI causent des dommages majeurs, il faut qu'on ait des façons de réagir rapidement. Ben, ça, c'est des choses que les avocats devraient penser dans leur contrat, mais pour penser à ça, savoir comment l'intelligence artificielle fonctionne en arrière. Quand on ouvre le moteur, là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il faut comprendre ça d'abord avant d'essayer juridiquement de venir appliquer autre chose. Puis tu sais aussi, c'est pas non plus à l'expert RH de penser à ça parce que c'est pas quelque chose qui est proche de sa réalité non plus. Là, non. C'est vraiment comme un jeu entre les deux, de se passer la balle, de trouver la zone, d'essayer de parler le même vocabulaire. Ouais. Puis c'est pour ça que c'est pas un travail d'avocat classique de travailler en intelligence artificielle parce que ça prend quelqu'un qui connaît d'abord la technique derrière. Puis je parle un peu de comment nous on fonctionne chez Robic. En fait, la moitié des gens vont être avocats, mais l'autre moitié, c'est des agents de brevet. Un agent de brevet, c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement avocat. C'est quelqu'un qui a un background de science, qui passe ses examens pour devenir agent de brevet, puis qui devient un expert technique pour rédiger les inventions dans les demandes de brevet. Donc, dans les faits, la moitié des gens au cabinet sont pas avocats du tout. C'est des scientifiques. J'ai des collègues qui sont PhD, qui sont ingénieurs informatiques, ingénieurs logiciels, des physiciens, donc tous les domaines de sciences. Puis on travaille tout le temps de pair. Donc, quand on travaille sur une nouvelle invention, un nouveau projet, bien souvent, c'est un mix de plein de choses. On a inventé quelque chose, on va faire des recherches en brevet pour voir s'il n'y a pas des brevets qui ont déjà anticipé ça, parce qu'un brevet, ça doit être nouveau à la surface de la planète. Donc, est-ce que... je un brevet d'invention, c'est mondial. Je pensais que c'était vraiment régional par pays. L'invention qu'on pense avoir inventée a été décrite soit par un document de recherche de Yoshua Bengio ou de n'importe qui d'autre en Russie, en Europe, en Chine. Si ça a été anticipé et ça existe déjà avant, j'aurais pas de brevet. Fait qu'il faut que ce soit nouveau à la surface de la planète. Fait que là, ces scientifiques-là, qui sont mes collègues, vont faire ces recherches-là. Donc là, on va analyser, on va voir tout ce qui s'en vient du côté de Samsung, d'IBM, de Apple, de Facebook, etc. Donc, on voit souvent, nous, les technologies 2 ans, des fois 3 ans avant qu'ils arrivent sur le marché. Parce qu'on les voit dans les brevets déposés qui sont publics. Puis c'est quoi les outils, mettons, je fais un petit aparté, mais les outils pour aller chercher cette information-là, parce que je veux dire, c'est énorme la quantité d'informations qu'il y a sur Internet, puis comment on indexe ça, finalement, il faut tout aller chercher ça, c'est... En fait, il y a un moteur de recherche, je ne sais pas si tu le connais, ça s'appelle Google. Il fait vraiment toute la job. Il est-tu si efficace que ça? C'est Google Patent. Ils ont une branche du moteur Google qui est Google Patent. Patent, c'est un brevet en anglais. Et avec Google Patent, tu peux avoir accès à la base de données des brevets un peu partout dans le monde. Donc, en cherchant par mots-clés, par numéro de brevet, par pays, tu es capable vraiment d'aller chercher énormément d'informations. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet souvent aux jeunes entreprises d'aller fouiller un peu par elles-mêmes, puis à tâtons, essayer de trouver des mots-clés puis des documents pertinents. 2 commentaires là-dessus. Le premier, les brevets, quand on les dépose, quand on les dépose devant un office de propriété intellectuelle, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, pendant 18 mois, la demande de brevet, elle est confidentielle. Donc, elle n'est pas accessible à personne. Fait que je pourrais essayer de déposer une demande puis elle est déjà ailleurs. À tout moment, quand je fouille pour voir les brevets disponibles publiquement, ce que je vois, c'est ce qui existait il y a 18 mois et avant. Donc, le dernier 18 mois va tout le temps être une période noire que je ne vois pas. Dans les faits, c'est assez rare que 2 entreprises déposent des brevets en même temps sur exactement la même technologie. Fait que c'est plus théorique. Les gens pensent que ça arrive plus souvent que ça, qu'on a des conflits directs. Mais reste que, quand on fait cette recherche-là, il faut garder ça en tête. J'ai 18 mois où je ne peux pas voir les plus récents brevets déposés. Puis maintenant, l'autre chose, c'est qu'il y a des entreprises qui sont devenues des spécialistes à utiliser des termes différents pour vouloir dire quelque chose d'autre. Donc, autrement dit, pour ne pas se faire repérer trop vite par des concurrents sur des technologies, ils ne diront pas intelligence artificielle. Ils vont dire méthode d'apprentissage. Ils vont jouer un peu sur les mots. Ils vont jouer sur des termes pour ne pas se faire trouver facilement quand les concurrents les cherchent dans les bases de données.
Mais il y a des service providers, des fournisseurs de services qui utilisent l'intelligence artificielle dans le domaine des brevets pour justement fouiller les bases de données puis retrouver toutes ces tendances-là d'utilisation de termes accessoires puis quand même de les mapper dans les résultats de brevets. Fait que c'est tout un monde en soi. L'intelligence artificielle est déjà énormément utilisée dans le domaine de la propriété intellectuelle qui est le nôtre. Là. C'est quand même drôle que finalement, là, il essaie de protéger ça. Puis il y a comme une espèce de cercle, OK? Puis il y a des entreprises comme Apple a beaucoup fait ça aussi, déposer des demandes de brevets sous le nom de compagnie à numéro complètement intraçable pour que ça paraisse pas que c'est Apple qui vient de déposer ça, puis à un moment donné, le retransférer à quelqu'un d'autre. Donc, il y a quand même plusieurs... Ça, parce que je pense que ça se transfère des brevets, il me semble. Oui, exact. Un brevet d'invention, ça se vend, ça se transige, peu importe. Pour donner un exemple, il y a eu une guerre des brevets en télécom dans le coin des années 2015. Pendant cette guerre-là, tu avais les Samsung, les Apple, les HTC, tout ça qui s'entre-poursuivaient un peu partout dans le monde sur les téléphones intelligents, les tablettes. Puis finalement, à un moment donné, il y a eu une espèce de cessez-le-feu général à travers les grandes compagnies. Quand ça commence à coûter des millions à tout le monde. Là, mais reste que... des milliards même. Mais quand, à un moment donné, Google s'est dit on a une position peut-être un peu faible en matière de brevets pour se défendre, ils ont vu, il y avait Motorola, très connu dans le domaine des téléphones. Ils ont dit Motorola a énormément de brevets en télécom. Donc, ils se sont dit parfait, pour être dans une meilleure position défensive, ils ont acheté Motorola avec une poignée de change dans leur poche. Là. Ils ont dit parfait, Motorola, on vous achète. Mais Google avait aucun intérêt, finalement, à devenir un opérateur d'entreprise de télécom. Ils ont juste storé, donc, ils ont pris les brevets, ils ont transféré dans Google, puis ils ont revendu Motorola sans ces brevets, avec juste des licences. Fait que finalement, le but de la transaction d'acheter une entreprise comme Motorola était ni plus ni moins que obtenir un portefeuille de brevets. Puis c'est un autre exemple de la valeur immense des brevets. Nortel, qui est un cas assez connu de méga entreprise qui a finalement fait faillite puis que ça a mal fini. À la fin, personne ne voulait acheter Nortel. C'est une entreprise déficitaire. Elle a fait faillite. Mais finalement, quand ces actifs se sont ramassés après la faillite disponibles aux enchères... Le monde a vu s'acheter les brevets. Les gros joueurs techno se sont battus finalement, ont fait des enchères, puis finalement, on parle d'une valeur de transaction, je me souviens bien, pour les brevets, d'à peu près 4,5 milliards au total pour la valeur des brevets qui ont été revendus à d'autres joueurs. Puis ça, c'est beaucoup plus élevé que la valeur qu'avait Nortel avant sa faillite. Fait que des fois, juste les brevets eux-mêmes peuvent valoir plus cher que l'entreprise opérante. Ce qui était assez particulier. C'est un univers qui est pas... Je pense pas qu'il est tant ouvert à tout le monde. J'ai pas l'impression d'avoir entendu ça parler des journaux, des choses comme ça. C'est un domaine d'initié dans le sens où... Puis, en fait, c'est un peu malheureux. Au Québec, c'est quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler, contrairement à plein d'autres écosystèmes. Si tu t'en vas dans la Silicon Valley en Californie, si tu vas dans l'écosystème du MIT, si tu vas à French Tech à Paris, peu importe, les gens sont hyper allumés sur la propriété intellectuelle, sur l'importance stratégique de faire ça. Parce que, un brevet, c'est pas un trophée pour avoir inventé quelque chose, c'est un outil stratégique. Mais maintenant, ici au Québec, on n'en parle pas. On essaie souvent d'avoir d'abord un succès local, puis quand ça marche bien, là, on pense au reste du monde. Je t'annonce que les gens de la Silicon Valley, ils souhaitent pas avoir un succès à Silicon Valley, puis après ça, on verra. Parce que non, nous autres, c'est le monde jour 1. Tout de suite. Fait quand, dès le jour 1, tu bases un peu le succès de ton innovation sur comment est-ce que je vais me battre contre des gros joueurs, tu penses différemment. Puis au Québec, on dirait que c'est de moins en moins vrai avec les jeunes entreprises et les jeunes générations d'entrepreneurs, mais il y a toute une strate d'entreprises qui ont malheureusement fait ça en 2 étapes. C'est-à-dire, on va devenir bon au Québec, puis quand on sera bon au Québec, on verra à traverser ailleurs, que ce soit en Ontario ou que ce soit aux États-Unis. Mais quand on fait ça, on perd nos droits, par exemple, à des brevets. Parce qu'un brevet, on doit le déposer avant qu'il soit divulgué publiquement. Donc, si j'ai divulgué publiquement mon invention, j'ai plus le droit de le soit dans un trade show, une foire commerciale, dans un pitch client, peu importe, je viens de perdre mes droits au brevet. Dans la majorité des pays du monde, le fait que moi-même j'en aille parlé, c'est une divulgation publique. Le brevet l'invention n'est plus une nouvelle. Au Canada, aux États-Unis, on a un allègement de tout ça. C'est un 12 mois qu'on appelle une période de grâce. Donc, si je divulguais en ce moment, pendant l'entrevue, ma nouvelle invention, je serais « Ah non! » J'aurais 12 mois pour déposer une demande de brevet au Canada, aux États-Unis. Mais ça pourrait être seulement valide dans ces 2 pays-là. Je ne pourrais pas l'étendre ailleurs. Donc, dans le reste du monde,
Ce qui se passerait, c'est tout simplement que mon invention peut N'importe être qui peut la exploitée reprendre, par puis- n'importe qui, puis je pourrais pas me défendre. Ouais, je me rappelle avoir vu un Dragon's Den en Angleterre, puis le gars, c'est exactement ça qui est arrivé live dans le show, et comme, t'as-tu, genre, protégé ça? Non. Fait que là, c'est public, puis ils ont pas fait d'offre. Ouais. Ben, mais ça, tu m'amènes sur quelque chose d'autre, c'est que il faut éduquer les entrepreneurs sur ce point-là. Il faut en parler de la propriété intellectuelle. Moi, je donne à peu près entre 30 et 35 Beaucoup de conférences par année. La liste est vraiment longue. J'en donne un peu partout dans le monde, dans des congrès sur la techno et la propriété intellectuelle. J'en ai donné cette année en Asie, en Europe, aux États-Unis et au Canada. Fait que c'est un bon assez tour worldwide. d'horizon cette année. Mais pas juste dans ces gros congrès-là, aussi à nos jeunes entrepreneurs. Donc, j'en donne dans les incubateurs d'entreprises un peu partout au Québec, juste pour que les gens sachent au moins où sont les endroits où ils peuvent commettre des erreurs. Puis divulguer publiquement l'invention avant de la protéger par brevet, c'est une de ces erreurs-là. Parce que justement, quand on s'en va dans un pitch de concours de start-up, par exemple, ou quand on s'en va au Dragon, ou à Dragon's Den, ou peu importe, il faut le savoir. Il faut savoir consciemment ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, si je n'ai pas de propriété intellectuelle à un endroit ou à un autre dans mon projet, que ce soit des brevets, puis en passant, après, on parlera d'autres choses que les brevets, il n'y a pas que ça. Mais, par exemple, prenons le brevet. Si j'en parle publiquement, puis que je n'ai pas déposé de brevet, il faut juste que je sache consciemment que je ne pourrai pas après aller en chercher un. Et qu'à partir du moment où je lance mon idée à tous, si elle est facilement reproduisible par quelqu'un d'autre qui a plus de ressources, plus de capital, ben peut-être que je peux me faire avoir. Donc, justement, tu peux être assuré que dans tous les pitchs ou les rencontres avec des investisseurs, ou que ce soit télévisé comme dans l'œil du dragon ou ailleurs, la question va toujours arriver. Ah, mais avez-vous déposé un brevet là-dessus? Si la réponse c'est non, la deuxième question dans la tête de l'investisseur, c'est est-ce que c'est copiable facilement? Si la réponse c'est oui, il n'y a probablement plus beaucoup de valeur. À moins qu'on ait une marque très forte, donc un brand très, très connu, ou encore un réseau de distribution tellement fort qu'on va être difficile à tasser. Mais si on est au stade très démarrage du projet, puis qu'on en parle publiquement, puis qu'on n'a pas déposé quoi que ce soit, ben c'est un peu une invitation à tout le monde à dire « Regardez comment j'ai une bonne idée, puis je pense qu'il y a un gros marché. Maintenant, si vous avez plus d'argent que moi, puis vous pouvez le faire sans moi, puis ciao. » Donc, j'ai des clients qui avaient été invités à des émissions télévisées comme ça, puis qu'on était sur le point de déposer une demande de brevet, pas tout à fait, OK, bon, ben, finalement, qui ont appelé puis qui ont annulé leur présence. Parce qu'un brevet, ça dure 20 ans de protection. Fait que rendu là, est-ce qu'on va briser 20 ans de protection pour passer peut-être à la télé, puis au final, que ça donne quoi exactement? Il y a quand même des réflexions à avoir. C'est pour ça que je dis tout le temps, moi, encore une fois, il ne faut pas être dogmatique. Les brevets, c'est bon des fois, mais c'est pas bon tout le temps. Pour les entreprises techno, puis dans le domaine de l'AI, les brevets, c'est bon peut-être une fois sur 4. OK. Fait qu'il y a tout un autre monde. Exactement, mettons. Ben, par exemple, un brevet sur quelque chose qui est purement logiciel, c'est pas possible de l'obtenir. Il y a eu des décisions des tribunaux au Canada, aux États-Unis dans les dernières années qui sont venus mettre un peu un frein au bord ouvert des brevets logiciels. Dans les années 2000, il y avait IBM, Microsoft qui brevetaient tout et n'importe quoi. IBM a été l'entreprise qui obtenait le plus de brevets chaque année aux États-Unis pendant, je pense, 17 ans de suite. Puis ils font juste du logiciel en plus. Ouais, ils font du hardware. Ouais, c'est ça, mais principalement du logiciel. Là, ouais. Mais par exemple, sur la question des brevets purement logiciels, les tribunaux aux États-Unis ont eu la décision Alice, puis au Canada, la décision Amazon, qui sont venus justement dire quelque chose qui est purement logiciel, là, qui n'a pas d'application physique ou de changement d'état de matière, peu importe. Les critères sont énormément plus complexes que ça, mais je ne voudrais pas prendre 4 heures juste à faire ça. Expliquer les critères. Ben, on ne pourra pas obtenir de brevet. Ou ça va être extrêmement difficile. Donc, généralement, ce qu'on va rechercher, c'est plutôt une application concrète de l'AI à résoudre un problème avec un changement d'état de matière quelque part là-dedans. Donc, si je prends par exemple un exemple en conduite autonome, un véhicule autonome, réellement, la magie se passe dans l'algorithme qui va prendre toutes les bonnes décisions pour que le véhicule se conduise tout seul sans faire d'accident. Mais dans les faits, cet algorithme-là va être relié à un moment donné à l'accélérateur, au frein, à des senseurs LIDAR en avant, par exemple, qui vont capter ce qui se passe. Donc, oui, j'ai de l'intelligence artificielle, mais reliée au monde physique via des capteurs et via des choses à la sortie qui sont physiques également. Donc là, je vais pouvoir breveter toutes sortes d'applications autour de l'intelligence artificielle, mais par rapport à un véhicule. Même chose, par exemple, pour l'intelligence artificielle qui va être connectée pour faire, par exemple, des radiographies, puis voir ensuite si j'ai une tumeur ou peu importe à un endroit ou à un autre, la radiologie.
Même chose pour l'hypertrucage, parce que finalement, je vais avoir de la modification de contenu, image, il y a une caméra, j'ai un output. Donc, on va être capable d'aller chercher des brevets dans plein de zones d'intelligence artificielle. Mais si c'est purement software, algorithmique, que j'ai pas d'éléments physiques nulle part, puis je fais juste dire, bah, mais moi, c'est un logiciel qui fonctionne bien, ça va être très difficile d'aller chercher des brevets là-dessus. Ou encore, on a des brevets des fois sur l'architecture des réseaux de neurones. C'est ça, comme la façon qu'on le conduit, comme mettons un CNN ou les choses comme ça, qui est juste comme voici la logique de comment on fait ce processus-là. Okay. Ouais. Mais comme je disais tantôt, il n'y a pas que les brevets. Il faut être au courant qu'il y en a, par exemple. Donc, en ce moment, on voit vraiment se dessiner des tendances mondiales majeures en termes de brevets d'intelligence artificielle. On voit les IBM, Amazon, Facebook, Google, Apple qui déposent énormément de brevets sur des algorithmes de vision, de reconnaissance texte, j'ai appris ça justement. Google reconnaissance vocale, ouais. les assistants vocaux, c'est bourré de brevets en intelligence artificielle. Donc, pour une jeune entreprise qui démarre, l'idée, c'est pas de se dire faut moi-même que j'aille dépenser des sommes faramineuses puis aller construire des méga portefeuilles de brevets. L'idée, c'est plus est-ce que je suis au courant de ce qui existe comme brevet? Est-ce que je suis en train de piler dans une trappe parce que finalement, c'est quelque chose qui a été breveté par un gros joueur? Et deuxièmement, ben, si oui, on pense avoir innové dans quelque chose, ça vaut la peine de contempler le brevet parce qu'après ça, par exemple, pour que l'entreprise, la jeune entreprise, la start-up puisse se placer dans une meilleure position face à ces gros joueurs-là, ben, si elle-même est capable d'acquérir quelques brevets sur des fonctionnalités vraiment très pointues mais qui sont intéressantes, ben après ça, un gros joueur par vie, regarder ça et dire wow, c'est super ce que vous avez fait. Savez-vous quoi? On va pas vous copier, on va vous acheter. Mm-hmm. Ça, c'est une autre très drôle conception qu'on entend surtout au Québec, là, l'espèce de vision. On est né pour un petit pain, on ne pourra pas se battre, on ne pourra pas se défendre. À quoi ça sert d'avoir un brevet si je ne peux pas me défendre? C'est même pas ça le point. En fait, c'est même pas la bonne discussion qu'on a. C'est juste, si je vais me faire acheter mon brevet. C'est que, d'abord, si on doit se battre contre quelqu'un, est-ce que c'est mieux d'arriver à main nue ou au moins d'avoir quelque chose pour se défendre? Donc, à la base, juste abandonner, ça veut juste dire, bon, ben, lancez-vous donc pas en affaires tant qu'à ça. Vous ne voulez pas vous donner les meilleures chances d'y arriver. Ensuite, ce qu'on voit dans les journaux de technologie et d'affaires en général, c'est beaucoup plus... Ben en fait, on verra, on voit extrêmement rarement le cas du « Ah, mais il y a un gros joueur qui a copié une petite entreprise, les salauds, les jeunes avaient des brevets, mais le gros joueur a dit « Allez vous promener, on ne veut pas vous parler, mais on va vous copier. » Si ça arrivait, ça ferait la première page des journaux tout le temps en techno en disant « Ah, les écœurants de Microsoft ou peu importe. » Alors que dans les faits, on voit ça presque jamais. Mais dans l'imaginaire collectif, on aime se plaire à croire que, mon Dieu, que c'est ça qui doit arriver tout le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? C'est que ces gros joueurs-là ont de la misère à innover. Leur lab de R&D, il coûte des centaines de millions. Il y a du monde là-dedans qui gagne cher. Personne a, pour utiliser l'expression, le gun sur la tempe. Tout le monde rentre, fait sa job, innove dans ses petites affaires, tout va bien, mais tout le monde va être payé demain matin. Fait que c'est pas grave. Fait qu'innover, c'est long, ça coûte cher. Quand tu es une start-up, souvent, tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu as reçu un financement, ça te donne du cash pour juste 10 mois, puis après ça, il n'y a plus une scène, tu fermes la business. J'ai 10 mois pour que mon produit marche, qu'il soit hot, puis qu'il soit le meilleur. Fait qu'il y a une espèce d'énergie d'innovation qui arrive des jeunes entreprises que les grands joueurs sont plus capables d'avoir. Donc, une des stratégies de ces grands joueurs-là, maintenant, c'est de se dire, on va aller voir quelles sont les jeunes pousses innovantes qui ont développé quelque chose de vraiment intéressant, puis quand ça vaut la peine, s'ils ont fait les bons moves, c'est-à-dire, ils ont des brevets sur la technologie. Ils ont utilisé du code open source, mais ils l'ont utilisé de la bonne façon, puis on y reviendra après. Ils ont un bon brand, peu importe. Ben là, si vous êtes 12 dans un garage, mais c'est pas grave, on va vous acheter pour 122 millions. Ça, on en voit chaque semaine dans les journaux de tech et de business. Mm-hmm. Donc, dans les faits, le brevet, il ne sert pas à se dire « Ouais, mais je ne serais pas capable de me défendre puis de poursuivre. » C'est clair. On va être franc, là. Une start-up ne pourra jamais poursuivre Microsoft en violation de brevet. Bonne chance. C'est réaliste. C'est réaliste, mais c'est même pas ça le point. Ça ne fait pas partie des 10 premières raisons d'aller chercher un brevet. OK. Ça va souvent donner de la crédibilité à l'entreprise, c'est-à-dire on est innové, on est patent pending sur notre algorithme appliqué à telle chose. Aussi, là. On va aller chercher du financement plus facilement, on va être pris plus au sérieux par nos clients qui vont nous regarder et qui vont dire « Ah, patent pending, OK, ben tu sais, nous, on est une entreprise financière, puis vous êtes les jeunes qui arrivent là.
Ah, mais quand même, vous avez déposé une demande de brevet. Ah, tout d'un coup, on vient de gagner de la crédibilité. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux autour de la perception puis de la position commerciale de l'entreprise, surtout à son jeune stade. Ensuite, il y a la question de se dire, j'ai parlé tantôt des 18 mois confidentiels de la demande de brevet. Mais pendant cette période-là, là, si on a des concurrents dans le marché qu'on connaît, là, on peut être un peu baveux puis commencer à dire hey, savez-vous quoi, on a déposé un brevet, on est patent pending sur notre algorithme qui résout telle chose appliqué, donc comme je disais tantôt, tant qu'on répond aux critères. Ben, le concurrent va se dire ah, on voulait s'en aller là. Mais là, ils ont breveté quoi exactement? Ben, pendant 18 mois, ils ne le sauront pas. Fait que ça met les concurrents sur les freins autour. Fait que là, finalement, on se crée des avantages stratégiques, compétitifs, on améliore nos chances d'avoir du financement, du succès. Puis advenant que ce qu'on souhaite, c'est d'aller chercher des grosses rondes d'investissement ou encore une transaction, ben là, je viens de me créer un actif puis une valorisation en plus. Fait que la propriété intellectuelle, c'est différents outils stratégiques autour de l'innovation. C'est pas un trophée, c'est pas quelque chose qu'on fait dans le but de poursuivre le monde qui nous copie. Oui, à terme, si quelqu'un nous copie puis c'est ça notre but de poursuivre, ça va arriver. Mais au Canada, il y a très peu de poursuites en matière de brevets. C'est pas ça le point. Puis souvent, quand il y a une poursuite pour un gros joueur qui a des brevets partout dans le monde, en Amérique, ils vont poursuivre aux États-Unis, puis en Europe, ils vont poursuivre en Allemagne. C'est là que ça se passe. OK. C'est là que les tribunaux sont plus intéressants pour ça? Oui. Okay. En Allemagne, énormément des litiges qu'on voit aux États-Unis en tech, si tu vas en Europe, ça va être en Allemagne que ça va se passer. OK. Ouais. Puis, dernière question pour tout cet univers-là des brevets et compagnie. Mettons, quelqu'un qui désirait apprendre ce genre de concept-là, c'est quoi? C'est-tu quelque chose qui est à l'université que tu apprends? C'est-tu du genre des formations qui est accessible assez en ligne ou partout? C'est-tu assez apprenable autodidactement? Ou je sais pas si c'est un mot, là, mais de façon didacte plutôt? Là? C'est des domaines qui sont extrêmement complexes. J'essaie de vulgariser ça là aujourd'hui pour les fins de la discussion. Par exemple, juste en droit, il y a un cours universitaire de 45 heures sur la propriété intellectuelle, puis c'est une introduction. Okay, ouais. Je veux dire, moi, quelqu'un qui a suivi 45 heures de cours universitaire en propriété intellectuelle qui a eu chez nous, pour moi, on part jour 1, 0. Fait que, tu sais, ça introduit aux concepts généraux. En général, il y a énormément de contenu en ligne qui explique l'Office canadien de la propriété intellectuelle, des guides, des manuels, il essaie d'expliquer aux citoyens comment ça fonctionne. Mais dans les faits, par exemple, un cabinet d'avocats classique là, qui dit on fait de la propriété intellectuelle, généralement, peuvent faire des choses simples, mais quand ça devient compliqué, ils réfèrent vers nous. Okay. Donc, il n'y a pas beaucoup d'experts, même au Québec, de la question. Nous, on est la plus grosse équipe de propriété intellectuelle au Québec, là, mais reste que... Es-tu juste situé à Québec ou es-tu à Québec et Montréal? Je sais que Robic, vous avez plusieurs bureaux. Là, Robic, on est à Québec et Montréal. Okay. On existe depuis 1892. Donc, on est là depuis un bon petit bout de temps. Moi, mais le bureau à Québec, il me semble que c'est toi qui l'as parti avec un de tes bureau collègues. de Québec, on l'a parti en 2011. On était 3 à l'époque. Là, on va être rendu une équipe de 17. Ça grossit très, très vite. On est en demande. Mais de manière générale, on a été là à toutes les grandes périodes des révolutions industrielles dans le temps. Quand on a fait l'histoire du 125e du cabinet il y a quelques années, on est retourné en arrière et on a vu que les premiers brevets sur l'énergie nucléaire faits dans les années 20, c'est nous qui avions déposé ça au Canada. Fait que, on était là depuis longtemps. On est un cabinet qui a beaucoup d'histoire, puis aussi on a un peu un modèle d'affaires qui est très particulier, puis qui nous aide à aider justement des entrepreneurs québécois. C'est que 50% de notre chiffre d'affaires vient de l'international, vient de l'étranger. Okay. Donc, par exemple, la propriété intellectuelle, c'est pays par pays. Donc, les marques de commerce canadiennes, après, il faut la protéger aux États-Unis, ailleurs. Même chose pour les brevets. Donc, nous, on représente au Canada un paquet d'entreprises étrangères qui ont de la propriété intellectuelle ici. À l'inverse, pour nos clients canadiens qui vont à l'étranger, on a tout un réseau à travers le monde de gens à qui nous, on parle. Puis c'est pour ça qu'on est souvent dans des congrès à l'international, qu'on échange avec nos collègues pour vraiment être à jour. Okay. Parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Quand je disais tantôt, la technologie, il faut qu'elle soit nouvelle partout à la surface de la planète. Ou encore un client qui dit moi, je veux lancer une nouvelle app, je veux lancer un nouveau logiciel. Il faut qu'on soit capable de le guider, pas avec les meilleurs standards à Québec ou les meilleurs standards à Montréal. Les meilleurs standards de la planète aujourd'hui, c'est quoi? Mais pour faire ça, il faut qu'on échange, il faut qu'on participe à des congrès, des discussions, des panels, des conférences. Très actif, finalement, là. Ouais, assez. On a des grosses années, disons. Tu vois, cette année, en fait, je suis président d'une association internationale pour la propriété intellectuelle. Okay. Pour la relève, un peu, si tu veux, une espèce de jeune chambre de commerce, mais du côté propriété intellectuelle à travers le monde.
Fait que ce rôle-là de présidence internationale fait que cette année, justement, je suis allé au Japon, aux États-Unis, je suis allé à Londres, je suis allé un peu partout. Puis ça nous ouvre à un réseau complètement fascinant. Donc, j'ai eu des discussions avec des gens d'Apple, j'ai des discussions avec des hauts placés au MIT qui me parlent de leur stratégie de dépôt de brevets puis comment ils aident les startups à innover. Moi, quand j'arrive avec une startup de Saint-Roch qui dit hey, on a développé quelque chose d'intéressant, comment on va faire? Ben, c'est quoi, le MIT vient de faire ça il y a 3 semaines, puis ça a du bon sens. Je veux dire, cette connaissance-là a une valeur inestimable. Mais pour faire ça, il faut être spécialisé. Oui, effectivement. Ouais. Puis, je pense qu'on a quand même un beau réseau d'incubateurs avec le camp, entre autres, là, Ouais. justement, là, qui commence vraiment à faire des belles choses pour développer cet écosystème-là. Là. Ouais. Québec commence à se positionner avec des gros joueurs, avec des entreprises qui font des belles choses, finalement. Là. Ouais. Puis, pour l'open source, tu en as parlé beaucoup aussi. Ouais. Mettons, je sais pas comment tu vas commencer ça. Là, je pense que tu as une bonne formation là-dedans aussi. Moi, c'est pas un univers que je connais beaucoup, à part que j'en utilise, puis c'est pas mal ça. Puis ça se résume à peu près à ça, puis comprendre macro vraiment qu'est-ce qui se passe. Mais... Alors, notre discussion te sera très utile. J'ai assisté à ta présentation, entre autres, que tu es venu à l'Université Laval parler de ça. Puis moi, c'est pas mal la première fois à la maîtrise que je commence à être confronté à ça. Genre, GPL2, GPL3. Je regardais en diagonale, mais c'est pas CC BY, etc. Là, c'est pas quelque chose que je suis vraiment familier. Je pense pas que nos auditeurs non plus sont tant que ça. Là. Ben écoute, je vais essayer de vulgariser ça pour que ça devienne minimalement compréhensible pour tout le monde, parce que dans les faits, si je prends la propriété intellectuelle comme un tout, là, parce que depuis tantôt on parle, brevet, propriété intellectuelle, ça peut peut-être être flou même pour certaines personnes qui écoutent, mais en gros, propriété intellectuelle, c'est un espèce de terme général qui décrit différentes protections qu'on va avoir autour de notre innovation. Dans ce qu'on a la propriété intellectuelle, on a les brevets, on a parlé suffisamment, c'est un enregistrement pour une invention. Mais en matière de tech, un des autres gros pans hyper importants, c'est le droit d'auteur. Le droit d'auteur, on se l'imagine souvent comme étant quelque chose de purement artistique, donc les peintures, les films, la musique, etc. Mais dans les faits, dans les différentes lois sur le droit d'auteur dans les pays à travers le monde, on a des définitions qui nous disent qu'un programme d'ordinateur est défini comme une œuvre littéraire. Donc, un logiciel, c'est la même chose qu'un livre Harry Potter ou Game of Thrones. Ça choque un peu l'esprit, ça veut dire, mais ça n'a pas de sens, c'est pas la même chose. Mais dans les faits, historiquement, quand on retourne dans les années 70-80, les gens disaient, ouais, mais un logiciel, c'est des lignes de code, c'est du texte, donc c'est comme un livre, c'est des lignes de texte. Mais on se comprend qu'un logiciel, c'est hyper fonctionnel, alors qu'un livre, tu le lis, puis c'est une œuvre, c'est artistique. Mais bon, on est prêt avec ça. Donc, nos lois sur le droit d'auteur, puis droit d'auteur en anglais, c'est copyright. Nos lois sur le droit d'auteur encadrent tout l'univers du numérique au sens large. Les algorithmes, le logiciel, le web, les interfaces, etc. Donc, tout ce qui est numérique est couvert en droit d'auteur. Fait que, rendu là, avant, on disait que le droit d'auteur, c'était une espèce de droit un peu mou d'artiste, alors que le droit... comme les brevets, notamment les brevets, ça c'était de la propriété industrielle, c'était commercial, alors que maintenant cette ligne-là est complètement disparue parce que tous les logiciels qui nous entourent sont visés par droit d'auteur. Maintenant, le droit d'auteur va protéger le code source, c'est-à-dire l'expression elle-même du code source, les lignes de code, leur ordre, leur séquence, la façon dont on l'a amalgamé. Le droit d'auteur va protéger ça. Il va également protéger les interfaces. Donc, tout le visuel, le look and feel de nos applications, que ce soit sur une montre, que ce soit sur un téléphone, un écran. L'open source, c'est juste une mini-fraction de tout ce grand univers-là qu'on doit maîtriser encore une fois. Fait que c'est assez complexe. Fait que pour une entreprise qui dit « Moi, je veux gérer ma propriété intellectuelle », il faut qu'elle se dise « Est-ce qu'un brevet, c'est pertinent, oui ou non? » C'est pour ça que je disais tantôt, à un moment donné, on va sortir de cette discussion-là parce que ça ne s'applique pas toujours. Puis il y en a que... même, je dirais en termes de philosophie, ils vont dire je veux pas de brevet, je veux autre chose, peu importe. C'est correct. Puis il y a d'autres façons de gérer ça. Puis même l'open source, il y en a qui vont dire je veux que la source soit ouverte, mais je vais en tirer un profit maximum. Donc il y a différentes philosophies, puis il y a tout un spectre à travers tout ça. Puis on peut combiner des brevets puis de l'open source. Ce que les gens ne s'imaginent pas nécessairement. J'y arriverai. Fait que quand on se pose la question sur, par exemple, la protection du code source, il y a différents principes qu'on veut connaître. D'abord, comme, par exemple, jeune entreprise techno, on développe du code. On veut dire, bon, le code appartient à l'entreprise. Si je veux un jour aller chercher du financement, vendre mon entreprise, peu importe, il faut que le code appartienne à l'entreprise. Donc,
là, il y a différents principes. Généralement, la loi sur le droit d'auteur dit que la personne qui crée le code, donc le programmeur devant son ordinateur, ça va être lui le premier propriétaire du droit d'auteur, parce que c'est lui l'auteur. Donc, généralement, la règle de base, c'est celui qui crée est propriétaire. Donc, l'artiste qui peint une toile est propriétaire du droit d'auteur. Le chanteur qui chante une chanson, s'il l'a composée lui-même, bon, il va être le propriétaire du droit d'auteur sur la chanson qu'il a composée. Ben, ce principe-là s'applique aux programmeurs. Maintenant, dans le cadre d'une entreprise, on ne veut pas que chacun de nos programmeurs individuellement soit copropriétaire ou chacun propriétaire d'un bout. Aussi, là. Ça devient gérable, surtout si c'est un client qui nous paye. Le client va dire, moi, je veux que tu me transfères cette propriété-là. Donc, la loi prévoit que quand une création est faite par un employé dans le cadre de son travail, la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, va appartenir directement à l'employeur. Okay. Donc, si je suis une entreprise de développement logiciel puis j'embauche des développeurs, ce qu'ils créent va appartenir automatiquement à l'entreprise de par la loi. Ça a l'air beau et simple comme ça. Mais dans les faits, en 2019, une entreprise en démarrage, souvent au départ, n'aura pas nécessairement les ressources pour payer des employés. Donc là, il va y avoir le cousin, le beau-frère, ton ami. Il y en a qui sont avaient conté une bénévoles. histoire justement sur ça d'un gars qui n'était pas un employé, puis du propriétaire du gars, puis il partait avec. Là. Parce que si cette personne-là n'est pas un employé, même un pigiste, là, un fournisseur qui me dit non, mais lui, il me donne des fois une coupe d'heure, puis il me fait une facture, je le paye. Ben ces gens-là, si je reviens à ce que j'ai dit sur la loi, c'est pas des employés dans le cadre de leur travail. Donc, on revient au principe de base. Eux, ce qu'ils créent leur appartient. Et la seule façon de contrecarrer ce principe de base-là, c'est de faire une cession du droit d'auteur par écrit. Un copyright assignment, une cession de droit d'auteur. Okay. Donc là, pour toutes les personnes qui sont des fournisseurs, même le cousin, le beau-frère, même si c'est gratuit, il faudrait avoir une trace écrite d'une cession de la propriété intellectuelle vers l'entreprise. Et en fait, même si on a payé le fournisseur, il y en a qui vont dire « Ouais, mais voyons, j'ai payé 200 000 pour faire mon application mobile. » OK, mais dans votre contrat, il n'y a aucune trace de cession de droit d'auteur nulle part. Donc, dans les faits, votre fournisseur, techniquement, est encore propriétaire de la propriété intellectuelle. Vous avez beau l'avoir payé 5 millions, ça ne change rien. Donc, et cette trace écrite-là, on va la retrouver dans une clause, mais des fois, on peut être un peu fin finaux quand on a besoin de, démêler une situation qui n'était pas optimale. Okay. Un échange de courriel où est-ce qu'on dit peux-tu me confirmer que tu nous avais transféré la propriété intellectuelle? On est capable de reconnaître. Oui, effectivement, c'était le cas. Ben là, j'ai une espèce d'échange de consentement. Il y a une trace écrite. Fait on peut prendre ça si on est mal pris. Mais dans un monde idéal, quand on négocie un contrat, il devrait toujours avoir combien ça coûte, qu'est-ce que je te livre, c'est quoi l'échéancier. Ben, à qui est la propriété intellectuelle, c'est aussi important que tous les autres points. Parce que ça peut mener ensuite à des situations épouvantables, juste de... C'est un peu comme quand on achète une maison, on dit que les notaires font une chaîne de titres pour voir, j'achète la maison, est-ce que la personne qui l'a vendue, c'était la bonne, qui l'avait vendue, c'était la bonne, puis on retourne en arrière pour être sûr qu'on a un bon titre. Okay. Ben, quand on parle d'un logiciel, quand on parle de n'importe quoi, que ce soit en AI ou en d'autres choses, il faut être capable de retracer ce lien-là, être capable de voir tous les gens qui ont participé à la conception, tant du côté visuel que du côté du code, ont fait des sessions. OK. Fait que ça, c'est le grand principe général sur la propriété du droit d'auteur sur le code source. Puis tant qu'on est dans du code propriétaire, ça va bien, ça se gère facilement, on signe un contrat, on transfère, peu importe. Maintenant, tombons dans le beau grand monde de l'open source. Comme j'ai dit tantôt, l'open source, en général, c'est pas une philosophie de gratuité. Pas du tout, en fait. Et c'est pas non plus synonyme de « il n'y a pas de droit d'auteur parce que c'est de l'open source ». Il y en a, c'est juste comment je l'utilise. Exact, parce que dans les faits, pourquoi on appelle ça une licence open source? C'est que j'ai une licence sur du code. Puis une licence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a du droit d'auteur dessus, mais il me permet de l'utiliser sous licence. Okay. Donc, le principe de base, c'est open source égale droit d'auteur sous licence. Et maintenant, pour savoir qu'est-ce que j'ai le droit de faire en vertu de ma licence, il faut que j'aille lire le contenu de ma licence. Et c'est là que le fun commence. Donc, on a certaines... Il y a tout un spectre en matière d'open source. C'est ça, je disais, il ne faut pas être dogmatique, c'est tout le temps mauvais ou c'est tout le temps bon. Il faut se poser les bonnes questions. Première question qu'on se demande, c'est est-ce que moi, le développement que je veux faire, c'est un développement propriétaire, je veux créer ma propre solution, je ne veux pas, par après, que ma propre source soit publique, je ne veux pas être obligé de la redonner à personne, je ne veux pas qu'elle soit un peu contaminée par des licences que je ne voudrais pas. Bon, parfait. Si c'est ça notre but, quand on va utiliser du contenu sous licence open source, on va choisir les bonnes licences.
Du côté vraiment où il n'y a pas de problème, ça va être des licences qu'on appelle académiques. Tu vas avoir des licences comme MIT, GPL, Apache 2.0, qui est aussi une très bonne licence. C'est des licences permissives qui vont nous permettre de faire à peu près n'importe quoi. En gros, je prends le code disponible et je l'intègre dans ma source. Ma seule obligation, en gros, va être de citer en haut l'attribution, c'est-à-dire le code a été fait par tel auteur, on l'a pris à telle place sous licence MIT. Ça, c'est dans notre source. Au final, personne ne va aller voir notre source, il n'y a pas de problème. On a attribué, good to go. Puis dans les faits, ça va accélérer notre développement. Tu sais, en 2019, quelqu'un qui dit « Moi, je pars d'une page blanche, puis je veux que tout soit 100% propriétaire. » Bonne chance. Bravo! On va te rendre bonne main d'applaudissements, mais tu risques d'être 4 ans en retard sur tout le monde quand tu vas lancer, puis ça n'a aucun sens. C'est ça, là. Donc, dans les faits, dire qu'il ne faut jamais prendre d'open source, c'est mauvais. Mais là, si on remonte des gens qui vont plus être, par exemple, souvent un peu plus âgés puis qui connaissent moins la technologie, puis qui vont dire « J'ai entendu dire que l'open source, c'était mauvais », puis qui vont prendre des décisions dans certaines entreprises en disant « On ne veut pas d'open source », ben là, on freine notre innovation rapide. C'est pas la bonne chose à faire. Maintenant, c'est un bon réflexe, toutefois, de se dire on va être prudent. Parce que de l'autre côté du spectre, là, on a parlé de licences très permissives, il n'y a pas de problème. De l'autre côté du spectre, on a des licences qu'on appelle des fois contaminantes ou même copyleft, un habile jeu de mots sur copyright. Effectivement. Donc, copyleft. Et le but ici, la philosophie derrière tout ça, quand ça a été démarré par le Free Software Foundation, la GNU General GPL V2 ou V3 notamment, l'idée, c'est que, puis là, je vais vraiment résumer ça de manière grossière pour que ça prenne 15 secondes au lieu de 15 heures. Mais en gros, si je prends du code sous licence GPL, je l'intègre dans mon code, que je modifie ce code-là, je vais devoir retourner le code modifié et dans certaines circonstances, même mon propre code à moi, à la communauté. OK. Et l'impact réel peut être... Le retourner dans le sens, je le mets open source. Open source. Donc, si, mettons, j'ai un code propriétaire, j'intègre du GPL dedans. Je pourrais être forcé, si je modifie ça et que je distribue mon code à l'externe, de le prendre puis de le mettre open de source. retourner l'ensemble du code public à la communauté en open source. OK. Donc ça, c'est je dirais la conséquence ultime nucléaire qu'on souhaite éviter. Il y a énormément de nuances. Puis en fait, juste quand je donne des formations sur l'open source, je pourrais donner 2 jours juste là-dessus. Donc il y a énormément de nuances. Mais il faut comprendre que de manière générale, le code copyleft, qu'on dit contaminant, on veut éviter de le retrouver dans notre source. Surtout, par exemple, dans le cœur. Fait que des fois, on va poser dans le cadre de questions, par exemple, dans le cadre d'une transaction, d'un financement. Maintenant, les investisseurs sont allumés, les banques sont allumées, tout le monde est allumé. Ils vont maintenant dire « Hey, on veut savoir s'il y a de l'open source ou non. » Puis on aimerait que la réponse ce soit non. Là, ils ont dit « Ben oui, on a de l'open source. » Oh, deuxième question en cascade. Donnez-nous la liste des licences puis le nom des modules. Le client va nous revenir, va nous donner une liste de licences des modules. Si je vois du MIT, du BSD, du Apache, pas de problème, ça va. OK, fausse alerte. Mais si je vois là-dedans du GPL, oh, red flag, attention, ça va peut-être mal. Là, on tombe dans une autre sous-question. C'est-à-dire, OK, ce code GPL-là, maintenant, expliquez-nous, il est intégré comment dans l'architecture? Puis quand je disais tantôt, il faut ouvrir le moteur, on va là. C'est-à-dire, est-ce que c'est dans le cœur? Est-ce que c'est des modules externes? Si c'est des modules externes, est-ce qu'ils sont linkés dynamiquement? C'est-tu statique? Ouais, au niveau du compilateur, tout ça. Okay. On va là. OK. Pour savoir les risques juridiques. De se faire poursuivre parce que ça peut impacter tout le reste. Ça peut impacter tout le reste. Fait que dans les faits, le GPL, on essaie de l'éviter. Puis ce qu'il faut faire dans le cadre des entreprises, c'est mettre en place des politiques d'utilisation d'open source. Pour que toute notre équipe de développeurs sache un peu qu'est-ce qui est une licence OK, qu'est-ce qui est une licence peut-être, mais avec autorisation d'un superviseur, par exemple. Puis qu'est-ce qui est une licence, on touche pas à ça. Qui typiquement vont être des licences GPL. Ouais, je comprends mieux que justement, j'avais été confronté avec une entreprise, j'ai travaillé sur des licences, puis je comprenais pas pourquoi on me laissait pas prendre des packages librement sur Internet. Je comprends totalement. Parce que dans les faits, ça amène un risque réel. Puis je vais parler de cas particuliers. Si on a intégré du GPL dans le cœur, puis qu'on a distribué le code, puis distribué, je ferai un petit aparté ensuite, là. Mais donc, notre effet contaminant là, est parti. On serait supposé retourner le code modifié à la communauté. Là, on a 2 choix. C'est-à-dire mentir, puis pas le faire, puis se dire personne ne va jamais le trouver. Ou encore se dire je dois le faire, puis là, je viens de causer un dommage à l'entreprise parce que notre logiciel propriétaire, finalement, il va être public, puis là, on va vivre avec les conséquences.
Donc, dans un cas comme celui-là, il y a des entreprises, des fois, qui vont dire, ben, personne ne va le savoir. Là. Tu sais, la seule personne qui pourrait me poursuivre pour que je relâche le code, c'est le propriétaire initial. En vertu de la loi sur le droit d'auteur, c'est lui qui a le droit de poursuivre. On va se dire, ouais, mais c'est quelqu'un en Australie qui a fait des lignes de code le soir chez eux, il ne va pas me poursuivre. Mais dans les faits, pour un investisseur, pour quelqu'un qui va acheter une entreprise, c'est un risque. Puis, ce risque-là ne va jamais venir directement du codeur original, mais peut venir d'un de vos employés. Parce que toute entreprise souhaite à tout moment qu'avec ses employés, ça aille bien, que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit bien. À un moment donné, si on a à mettre quelqu'un à la porte qui n'est pas content, il veut faire du trouble, il dit hey, c'est quoi, on avait intégré du GPL, puis la règle à l'intérieur, c'était chut, tout le monde, on n'en parle pas. Moi, y écrire, moi, tu vas voir, puis on va leur faire du dommage, tout le kit, puis là, finalement, bang, poursuite qui arrive par la bande. Là, on a un problème, on doit avertir les investisseurs, les assurances, on va dire un risque de poursuite. C'est un risque réel. Donc, dans les faits, moi, j'ai vu des transactions, j'ai vu des financements pour des entreprises qui ont achoppé complètement parce que le code était bourré de GPL, ça avait été mal géré. Donc, transaction de plusieurs millions qui finalement tombent, paf, plus rien, vous ne valez pas une scène. Ou encore des entreprises, on se dit, bon, on vaut tant, on est rendu loin dans la transaction, on ouvre le moteur de l'open source, il y a un risque, la valeur de l'entreprise chute de moitié. Donc, c'est pas juste des notions de programmeur, puis c'est le fun ou pas de le savoir, c'est une question qui impacte l'entreprise au grand complet. Ça va là, l'open source. Donc, c'est de savoir quand on gère, est-ce que j'ai une licence qui est problématique pour moi? Est-ce que c'est une licence qui n'a pas de problème? Donc, on veut en utiliser l'open source pour le faire de la bonne façon. OK. Je parlais tantôt de la question de distribution. Là, c'est peut-être rendu très, très geek, rendu là, puis ça va peut-être intéresser juste moi. Mais pour les fins de me faire plaisir, je vais en parler 2 secondes. Vas-y, garde-toi. Pourquoi est-ce qu'il y a différentes versions de différentes licences? Par exemple, tu as GPL V2, GPL V3. C'est quoi la différence? Pourquoi il y a une V3? Mais dans les faits, c'est que comme c'est un contrat de licence, c'est comme tout contrat. S'il y a un problème, il faut que tu l'interprètes en vertu du droit de ton pays. Où est-ce que tu es? Donc, dans la GPL V2, on avait dit si tu distribues du code, donc si tu prends le code en forme objet ou source puis tu l'envoies chez quelqu'un d'autre, tu as distribué. Sauf que le problème, c'est que dans la loi américaine sur le droit d'auteur, distribuer avait un sens particulier. Au Canada, distribution, c'est pas un mot qui est dans la loi. Fait que là, il y avait des effets contraires des licences d'un pays à l'autre. Puis évidemment, le Free Software Foundation ne trouvait pas ça rigolo. On dit parfait, on fait une version 3, on modifie les termes, on s'assure que c'est des termes définis nulle part. Donc là, ils ont amené la mention de conveyance au lieu de distribution, qui veut dire transmission, pareil, dans les faits. Mais justement, pour arriver à une version qui ne crée pas de conflit. Mais quand nous, on a analysé des fois des risques pour différents logiciels, que ce soit en intelligence artificielle ou autre, ben là, ça va être des mix de GPL V2, V3, MIT, Apache. Donc là, il faut démêler ça, il faut regarder les modules logiciels sont placés où. Ouais, mais semble de mémoire, c'était le 2, c'était à cause justement du monde qui. Software as a service, je pense, c'est ça? Parce que c'était pas distribué, puis j'envoyais pas de code, il me semble que c'est ça que tu avais dit? Ça, c'est une autre nuance intéressante. Okay. C'est que quand GPL, V2 puis même V3 est en place, c'est une époque où tout le monde installait le logiciel sur son poste. Donc vraiment installation desktop. Maintenant, comme on sait, depuis les 5, 6, 7, 8 dernières années, tout le monde s'en va vers le SaaS, le Software as a Service, donc accès distant. Quand on est en mode Software as a Service, le code source, mais même le code objet, n'est jamais transmis chez le client. Donc, tantôt, quand je disais, je résume grossièrement les effets d'une licence GPL, je disais, il faut que le code soit distribué, transmis à quelqu'un d'autre. Mais en SaaS, je ne transmets pas le code. Donc là, il y a des gens qui se sont mis à dire, savez-vous quoi? Il n'y a plus de risque à utiliser de la licence GPL si on est en mode SaaS parce qu'on ne sort pas le code de nos serveurs. Donc là, le Free Software Foundation s'est dit, bon, ben nous aussi, il faut évoluer parce que ça crée un effet qu'on ne souhaite pas. Donc, ils ont créé la licence AGPL, la Affero GPL. Puis celle-là, techniquement, ce qu'elle dit, c'est l'effet de la licence GPL va s'appliquer même en mode SaaS. Okay. Donc, si au lieu de transmettre le code, je donne un accès distant, je vais avoir une contamination de mon code. Okay. Donc, pour les gens qui font du logiciel SaaS, c'est-à-dire presque tout le monde maintenant, la licence AGPL est une licence dangereuse à intégrer dans le code. Okay. Puis, dans la petite question par rapport aux licences, il y a une licence qui est récemment sortie, qui n'a pas été officiellement reconnue comme open source, là, avec tout ce qui est le droit éthique pour ce qui est l'utilisation d'intelligence artificielle, là, qui était avec Montréal, j'ai oublié son nom.
La Déclaration de Montréal? Non, pas la Déclaration de Montréal, une licence qui était sortie pour justement l'intelligence artificielle. Montreal Data License. Exactement, c'est ça, je cherchais. MDL. Ouais, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça, tu sais, finalement? Ouais, ben écoute, c'est super intéressant qu'on se lance là-dessus, mais ça touche pas nécessairement à l'open source. OK. Fait que tu sais, peut-être juste pour finir 2-3 points sur l'open source avant de parler de la Montreal Data License, c'est que l'open source, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de bénéficier des connaissances de tout le monde à travers le monde, puis de vraiment accélérer des développements. Donc, on a vu des projets comme OpenAI, on a vu des projets comme Keras, comme TensorFlow, Google, qui étaient derrière beaucoup de ces projets-là en open source, pour vraiment donner des espèces de frameworks généraux open source que les gens puissent partir de ça, puis ensuite construire avec. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant, même pour une entreprise propriétaire, de dire je pars d'un framework open source parce qu'on part de toute la connaissance qui est là. Maintenant, on peut construire des couches propriétaires par-dessus, puis ensuite avoir un modèle d'affaires, une entreprise, puis dire ben, c'est à nous. Maintenant, dans le cœur, si tu l'ouvres, oui, il y a quelque chose d'open source au milieu. Ça ne m'empêche pas de construire une couche propriétaire par-dessus. Petit invité. Et même d'aller chercher des brevets, une fois que j'ai pris tout ce framework-là avec ma couche propriétaire, puis je l'applique à quelque chose de nouveau, je peux aller chercher un brevet en plus. Okay. Donc c'est là où prendre tous ces blocs-là dont on parle depuis tantôt, puis commencer à les mettre ensemble pour avoir une stratégie de développement puis d'innovation, ben, ça devient intéressant. Puis on a même des entreprises puis des projets d'open source AI au Québec qui sont reconnus puis qui commencent à être utilisés par tout le monde. On a à Québec, on a des projets de Neuraxio avec Neuraxol qui est un projet open source qui a déjà des contributions de plusieurs joueurs. On a des projets dans le coin de Montréal open source. Element AI a contribué à plusieurs projets. Puis on publie énormément avec Yoshua Bengio. Ouais. Donc il y a énormément de matériel public, énormément de choses qui permettent de créer du partage puis d'accélérer le développement pour tout le monde. Fait que l'open source, en général, en AI, il faut absolument s'en servir, sinon... Oh, définitivement. Je prends PyTorch parce que j'ai pas envie de refaire la back prop au complet puis de faire ça. Non, j'utilise ça. On a un framework même qu'on s'est développé à nous autres à notre lab puis j'utilise ça pour mon entraînement parce que sinon, c'est complètement inutile. Là. Puis, je perds beaucoup de temps à faire des choses répétitives. Ouais. Fermons la boîte open source. Parlons de la Montreal Data License. En fait, si on parle de cette licence-là, pourquoi elle existe, c'est que c'est une licence qui a été créée pour les licences de données. Okay. Parce qu'en intelligence artificielle, puis là, je veux dire, tu reçois beaucoup d'invités, il y a sûrement quelqu'un là-dedans qui a parlé de données à l'infini. Pas encore. Il y en a pas encore. Ben, il y a un groupe que je cherche vraiment à voir, finalement, qui est Element AI, entre autres avec les fiducies de données, qui ont commencé à se positionner. Mais là, je suis en train d'approcher pour justement avoir Écoute, si j'avais un autre 3 heures, on pourrait on pourrait en parler. Alors, je vais faire quand même une petite introduction sur la thématique. Bon, en termes d'intelligence artificielle, on dit toujours qu'on a besoin de beaucoup de données. Donc, data is the new oil. C'est la denrée la plus importante. C'était le fun de dire ça il y a 2-3 ans quand personne se posait de questions juridiques puis concrètes sur la vraie vie. Parce que les AI se faisaient surtout dans des centres de recherche universitaires. Donc, personne ne se disait, de toute façon, on va l'appliquer commercialement. On prenait des jeux de données, des databases qui venaient d'un peu n'importe où. On n'avait pas toujours des droits dessus. Mais c'est pas grave, c'était pour tester si l'algorithme et le modèle fonctionnent. On avait fait « Hey, ça fonctionne, super, c'est drôle, OK, prochain projet. » Mais quand on essaie maintenant de prendre l'intelligence artificielle et la recherche académique, puis se dire on amène ça dans le vrai monde pour que ça marche en production chez des entreprises, ça, il faut se dire, OK, là, la donnée que je vais utiliser, est-ce que j'en ai beaucoup, OK, mais est-ce que cette donnée-là, j'ai le droit de m'en servir? Est-ce que je l'ai collectée à des fins légalement admissibles? Si j'ai des renseignements personnels là-dedans, est-ce qu'en vertu des lois sur les renseignements personnels, c'est conforme ce que je fais là? Est-ce que ce que je vais ensuite générer comme résultat, est-ce que ça aussi, c'est encore légal ou pas? Donc finalement, ce que beaucoup de grandes organisations se rendent compte, c'est qu'on a énormément de données, mais quand j'épure tout ça, puis je me rends compte à qu'est-ce que j'ai le droit d'utiliser, il n'en reste plus tant que ça. Okay. Et là, on s'est rendu compte que c'est pas la quantité de données qui est importante, c'est la qualité des données que j'ai. Donc, je peux avoir un immense lac de données, puis finalement, il n'y a rien là-dedans qui peut servir à quelque chose. Donc, il y a la qualité technique. Donc, est-ce que techniquement, mes bases de données peuvent se parler? Est-ce qu'elles ont été compilées ou collectées de la même façon, avec les mêmes méthodes? Autrement dit, est-ce que je peux les faire parler ensemble? Ou est-ce que ça n'a aucune logique parce qu'à la base, ils n'ont pas été collectés de la même façon pour les mêmes fins? Mais juridiquement, c'est là où nous on arrive. Il y a énormément de questions à se poser. Parce que dans un projet, je te fais une image simple, je suis une entreprise, j'ai beaucoup de données.
Je me dis, parfait, maintenant, je peux pas faire de l'intelligence artificielle moi-même. J'ai besoin de spécialistes. Le spécialiste arrive. Il dit, parfait, on va prendre vos données, puis on va faire de l'intelligence artificielle. Mais avant vos données, la première étape de tout gros projet, c'est on va retravailler les données. Ils ne sont pas prêts. Il faut les préparer avant. Oh, c'est carrément pour ça le travail. Là. On a une version 1.0 de nos données, mais avant de les analyser puis d'entraîner notre modèle, il faut les amener à une version 2.0 puis 3.0, puis à un moment donné, on arrive avec un jeu de données qui est complètement différent du premier. Bon, la propriété intellectuelle sur les données de départ, les données modifiées ou les données avant l'entraînement, c'est acquis. Bon, généralement, on va se dire, ça devrait toujours être à moi l'entreprise. Parfait. Ensuite, j'entraîne un modèle. Parce que ça se peut qu'on ait besoin de l'entraîner, le modèle, qu'il ne soit pas opérationnel tout de suite. Il faut l'entraîner un peu avec des données avant de le mettre en opération. Là, j'ai pris un modèle de base sur à qui était la propriété intellectuelle. Est-ce que c'était au fournisseur? Est-ce que c'est un mix du fournisseur, mais basé sur un modèle open source? OK, bon, mais là, il faut que dans mon contrat, je le gère, ça. Ensuite, j'ai un modèle qui est entraîné sur mes données. Le modèle appartient à qui? À moi? Au fournisseur? Le fournisseur, peux-tu partir avec le modèle entraîné et aller voir mon concurrent et dire hey, j'ai un super modèle entraîné, veux-tu que je l'applique chez vous? Donc, OK, non, ben là, on va mettre des nuances. Donc là, il faut que je négocie toutes ces choses-là. Maintenant, à la sortie de tout ça, je vais générer un output, je vais générer des résultats. Est-ce que les résultats sont à moi? Sont au fournisseur? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec? Qu'est-ce que lui peut faire avec? Donc là, il y a tout en cascade une série de questions. Puis ça, c'est la version la plus simple. Parce qu'après ça, si je te dis, on est 2-3 entreprises, on veut se mettre ensemble parce qu'on a beaucoup de jeux de données, etc., les questions deviennent complètement éclatées. Puis à travers tout ça, il y a la question de collaboration avec des centres de recherche. Centres de recherche universitaires qui, eux, travaillent sur des modèles et des bases de données ouvertes. Ils veulent rendre ouverte le résultat des recherches. Fait que finalement, est-ce que les jeux de données à la sortie devront être publics? Est-ce que l'algorithme va être public? Est-ce que, etc., etc., etc. Donc, la Montreal Data License, MDL, a été travaillé par des gens de MNTI, par Yoshua Bengio, par exemple, pour venir un peu résoudre des problèmes qui étaient vécus dans le marché, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va gérer la licence sur les données elles-mêmes au départ. C'est quoi le but? Est-ce que le but, c'est d'entraîner un modèle aux fins de recherche? Est-ce que le but, c'est d'entraîner un modèle ou juste de feeder un modèle avec des données pour le tester, voir sa robustesse? Est-ce que je veux le mettre en mode production? Est-ce que le modèle que j'entraîne, au final, après, c'est parce que je veux revendre mon modèle à d'autres mondes? Ou est-ce que je veux le garder juste pour moi? Donc, tous les différents scénarios et les différentes questions qu'on devrait se poser, la Montreal Data License a été construite dans une espèce de modèle de questions-réponses. Est-ce que vous voulez faire A ou B? Là, tu cliques, OK, ça t'a une autre question. Voulez-vous faire A ou B? Puis à la fin, ça va générer un premier cadre de licence. Pour moi, cette licence-là ne devrait pas être prise telle qu'elle, comme ça. Devrait toujours amener la réflexion puis à se poser les bonnes questions, l'adapter à chaque contexte. Mais reste que comme outil, c'est quelque chose d'extrêmement innovateur. J'ai donné des conférences sur les licences de données, justement, en Europe, en Asie, un peu partout. Puis c'est des questions hyper pointues pour lesquelles il y a peu de gens qui sont capables d'y répondre intelligemment. Fait qu'avec un outil comme ça démocratise un peu, à tout le moins, la réflexion à avoir. Puis après ça, bien évidemment, chaque cas est particulier. On accompagne des très gros joueurs, des joueurs institutionnels, autant que des startups. Puis c'est un outil qui est intéressant quand même à utiliser, ne serait-ce pour dire aux clients, allez au moins vous poser ces questions-là. Les bonnes questions à se poser avant de commencer. Puis commencer, ensuite, on verra comment on l'adapte à votre projet. Mais c'est vraiment ça, ça vient aborder la question des données dans le cadre de l'apprentissage. OK. J'avais vraiment pas bien compris ça dans ce cas-là. Puis après ça, vient toutes les questions sous-jacentes quand on parle de la donnée elle-même, de se dire, bon, est-ce que la donnée, elle est bonne en termes de vie privée? On a le RGPD en Europe, dont tout le monde parle de que la seconde que tu as un client qui vient de là ou qui vient de l'Europe automatiquement. Un individu situé en Europe, ouais. C'est ça, situé en Europe, exact. Fait que si, mettons, j'ai un client qui déménage en Europe, automatiquement, la loi s'applique. Ouais. Fait que t'es aussi bien juste mettre. Puis on se comprend qu'en matière logicielle, c'est assez rare qu'on se dit, bon, mais moi, je mets un logiciel en ligne sur, par exemple, un App Store, mais je veux juste qu'il soit disponible au Canada. Parce que non, je veux qu'il soit disponible partout. Bon, à partir de ce moment-là, on devrait toujours réfléchir en termes de meilleur standard possible de vie privée. En ce moment, ce fameux standard-là, c'est le RGPD en Europe. Mais on a vu dans les dernières semaines que le premier ministre Trudeau, après sa réélection, a mis dans ses priorités une refonte des lois sur la vie privée au Canada. Donc, on peut s'attendre que le Canada s'en aille vers les standards du RGPD ou à tout le moins certaines itérations, tout ça. Donc, on ne peut pas, en date d'aujourd'hui, en 2020, se dire
je vais juste répondre à mon standard actuel. Parce que dans les faits, on sait que les standards vont remonter puis ils vont s'en aller vers l'Europe. Donc, des clients qui disent laisse faire le RGPD, là, on va se concentrer sur le Canada. Ben non, on serait mieux de penser à la vie privée en partant. Donc, privacy by design, qu'on appelle, pour s'assurer que tout ce qu'on va construire, notre apprentissage, nos modèles, nos données, tout ce qu'on collecte, soit fait de la bonne façon en partant. Parce que il y a tout le temps un enjeu, c'est-à-dire une fois que la loi entre en vigueur, qu'est-ce que je fais sur ce qui est invalide? Quand il y a quelques années, on a eu une entrée en vigueur de la loi anti-spam. Les gens qui envoyaient des newsletters puis qui avaient des listes de dizaines de milliers de personnes, de listes de diffusion, quand la loi est entrée en vigueur, elle disait « Vous ne pouvez plus écrire à du monde à qui vous n'avez pas un consentement. » Donc, vous avez tant de mois pour écrire à ceux que vous avez actuellement qui vous en donnent un, parce qu'après cette période de temps-là, va être trop tard. Ça va être illégal d'écrire à quelqu'un pour dire « Hey, pourrais-tu me donner ton consentement? » Donc, il y a des grandes entreprises québécoises, canadiennes, qui avaient des diffusions de 100 000 personnes qui sont droppées à 15 000. Paf! Parce qu'à partir de là, même s'ils avaient les emails, ils n'avaient plus le droit d'y écrire. Ouais. Donc, en termes de vie privée, c'est un peu le même principe. Mettons là, que j'ai accumulé une base de données énorme de données personnelles sur mes clients, mais j'ai pas tout à fait les bons consentements. C'est un peu moyen. Puis, en vertu des lois qui vont changer, je sais que ce sera pas conforme. Là, j'ai deux options. Soit j'essaie de modifier mes politiques de vie privée et d'obtenir les accords nécessaires des clients pour pouvoir faire une utilisation, par exemple, en intelligence artificielle avec toutes les données que j'ai. Ou j'entraîne des modèles sur des données sur lesquelles j'ai pas de droit. Je me dis, personne ne va en parler. Une fois que mon modèle est entraîné, je prends mon dataset, je le jette aux poubelles puis j'en parle plus. Il y en a qui pensent comme ça, qui se disent, mais une fois que mon modèle est entraîné, j'ai plus besoin de mes données. OK, mais là, on va arriver dans une transaction, dans un financement, puis la personne au bord de la table va vous dire, faites-moi une garantie dans le contrat que vous avez entraîné le modèle sur des données sur lesquelles vous aviez tous les consentements requis. T'as une preuve de ça. Là, j'ai le choix de mentir. On revient au principe de tantôt. J'ai le choix de mentir, puis de me dire tout va bien aller, ou de dire la vérité, puis que là, la valeur de la transaction tombe. Puis, si je mens, j'ai toujours le risque qu'un employé fâché, éventuellement, sache très bien qu'on a entraîné le modèle sur des données sur lesquelles on n'avait pas de consentement. Puis là, et compte tenu de la sensibilité maintenant du public par rapport à ces questions-là, la vie privée, de se ramasser dans les médias comme une entreprise hors la loi qui a entraîné ses modèles. Personne là, ça y tente, là. Puis là, quand on mixe des termes dans les médias comme intelligence artificielle, vie privée, vol d'identité, etc., je veux dire, ça peut jeter une entreprise à terre. Oh, définitivement, ouais. Donc, là arrive toute la question de se dire, bon, mais si je veux bâtir une entreprise sur l'intelligence artificielle à terme, je vais avoir besoin de quoi? De beaucoup de données, oui, mais des données de qualité. Quand je pense à la qualité, je pense à juridique. Est-ce que j'ai les bons consentements? Est-ce que la loi me permet de le faire, etc., etc. Parce que souvent, on peut avoir le consentement de nos utilisateurs à collecter leurs données. Je pense, par exemple, à une entreprise qui va vendre des vêtements, qui va dire, ils m'ont donné leur adresse, leur préférence, leur ci, leur ça. OK. Mais maintenant, si je veux prendre ces données-là, puis ce que je veux faire, c'est analyser avec intelligence artificielle qui a l'air d'être en prise de poids parce qu'ils ont changé de taille de vêtements. Puis finalement, ce que je veux faire, c'est vendre ces données-là à une entreprise de médicaments pour qu'ils leur écrivent. Ils vont faire plein d'argent. Dans les faits, si le consentement de départ que j'avais, c'était uniquement dans le but de rendre mes services, de te vendre des vêtements, l'utilisation de l'intelligence artificielle que je vais en faire est illégale parce que je n'ai pas le consentement de mon client à prendre ces données pour faire ça. OK. C'est beaucoup de questions. C'est tout un monde. Oui, mais qu'on se pose pas beaucoup, puis j'ai pas l'impression d'être outillé tant que ça. Plus que tu m'en parles, plus je me rends compte que ma formation académique ne m'a pas du tout préparé à ce genre de ça. J'en parlerai encore vraiment beaucoup, mais là, on a pas mal fait le tour de l'heure. Une dernière petite question. Y a-tu un podcast, un livre que tu recommanderais ou une dernière chose que tu voudrais dire aussi avant qu'on se quitte? Ou écoute, tous ensemble? Un livre ou un podcast? Et où, là? C'est... Il y a un professeur de l'Université d'Ottawa qui s'appelle Michael Geist qui fait un podcast de Law Bytes qui parle beaucoup de techno et de propriété intellectuelle. Okay. Mais encore une fois, en termes de droit et de technologie, il y a beaucoup de philosophies qui s'affrontent. Donc, par exemple, le professeur Geist est beaucoup un professeur, je dirais, de gauche, beaucoup plus du côté du droit des utilisateurs. Donc, ça influence énormément sa façon de présenter les sujets et de les critiquer. C'est quelqu'un qui critique beaucoup, qui écrit dans les journaux en Ontario.
Puis de l'autre côté du spectre, ben, il y a Barry Sookman qui est très connu à Toronto, qui lui est beaucoup du côté des créateurs de contenu, puis que lui, c'est plus la protection des droits. Puis souvent, ils s'écrivent, je pense que c'est dans le Toronto Star, qui vont souvent s'écrire l'un l'autre. Qui s'écrivent l'un l'autre puis qui se répondent. Fait que ça, c'est toujours intéressant à lire. Mais comme je disais, je pense qu'il faut regarder ces sujets-là avec nuance de manière générale. C'est difficile de trouver du contenu en ligne qui soit neutre parce que justement, si on cherche sur l'open source, on se dit est-ce que, par exemple, telle utilisation que je veux faire d'une licence GPL v2 est problématique ou pas? Et on cherche, ce qu'on va trouver dans les premiers résultats, c'est le Free Software Foundation. C'est eux autres qui l'ont écrit. Dans le but, il y a le plus de partage possible dans le monde. C'est ça, les gens vont dire non, si vous faites ça, c'est sûr que ça vous oblige à remettre le code. Mais dans les faits, moi, mon opinion d'expert, au Canada, en droit canadien, cette même question, je dis non, au Canada, en vertu de la loi, si j'interprète le contrat, la réponse est non. Okay. Fait qu'il faut en prendre puis en laisser. C'est ça qui est hyper difficile dans ces domaines-là, c'est que c'est hyper pointu. Puis bien que j'aimerais savoir le temps moi-même de faire des podcasts tout le temps puis d'écrire le plus possible, une trentaine de conférences par année, c'est le max que je suis capable de donner. Puis un travail, une vie, j'écris énormément les développements récents du barreau, j'ai écrit sur le blog du Fonds des médias du Canada, du FMC, j'ai écrit dans différents autres recueils, ouvrages et autres, mais donc il n'y a pas beaucoup de spécialistes, énormément de travail à faire, comme tu peux le voir des différents points que j'ai pu citer aujourd'hui. Ben j'en vois beaucoup là. Donc, je dirais que ces points-là sont intéressants. Sinon, un podcast que j'aime beaucoup, c'est Pivot, avec Kara Swisher et professeur Scott Galloway de NYU. Kara Swisher est aussi columniste pour le New York Times. Puis ils ont un podcast qui était une fois par semaine, puis maintenant qui est rendu, je pense, 2 ou 3 fois par semaine, où est-ce qu'ils parlent de tech et de business en général. Ils regardent les évolutions, ils critiquent ce qui se passe avec Facebook, Google, iTunes, font des prédictions un peu sur l'avenir de la tech. Récemment, avec je sais pas si tu as vu les WeWork, puis les bourse, c'est ce qui s'est passé un peu. Du milliard à le professeur rien, Scott Galloway, sur son podcast, avait prédit que ça allait arriver dans les semaines qui ont mené juste avant. Mais on est dit dans les prochains 48 heures, il va se passer telle affaire, et ça s'est passé. Puis, il est comme devenu une espèce d'aura de devin dans le milieu de la tech. Fait que leur podcast est vraiment très, très, très populaire en ce moment. Moi, c'est quelque chose qui me divertit et qui m'intéresse. C'est quand même assez court ou c'est des podcasts? C'est des podcasts d'à peu près une demi-heure. OK. Ça s'écoute quand même bien en s'entraînant parce qu'il faut continuer de prendre soin de soi-même. Ouais, mais c'est bien, des fois aussi des podcasts. Les miens sont un petit peu longs des fois par rapport, mais j'essaie d'aller chercher plus en contenu. Mais OK, y en a-tu d'autres ou... il y en a énormément d'autres, mais je dirais que c'est pas mal ça Puis parce que des ouvrages, encore une fois, il y en existe plein, open source et propriété intellectuelle. Généralement, je suis d'accord avec la moitié de ce qui est écrit dedans. Donc, il y a toute cette question-là, justement, d'un domaine qui évolue à vitesse grand V, de se tenir à jour. Tu sais, je pense que pour un avocat, parce que même si je suis un geek, ça reste que mon métier en ce moment, c'est d'être un avocat, c'est un des domaines les plus difficiles parce que les connaissances juridiques, c'est une chose, mais la connaissance technologique, il faut rester à la fine pointe constamment. Donc, c'est là où on doit se challenger nous-mêmes à rester à la fine pointe. Nos clients nous arrivent avec les innovations les plus intéressantes. Donc, on voit ce genre d'innovation-là à leur naissance. Mais reste que c'est très intéressant. Merci beaucoup, de m'avoir reçu. Ça a vraiment été intéressant. Puis, je vais partager tout ce que tu fais avec nos auditeurs. Je suis pas mal certain qu'il y en a qui vont apprendre. Moi, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Fait que, merci beaucoup d'être venu. Ça m'a fait plaisir.